4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 60e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes bien sûr au mois de juillet 2009 déjà, 60 épisodes sur cette série et je vous remercierai jamais assez de l'audience à chacune de mes vidéos sur cette série. Alors bien évidemment, on le sait, c'est un jeu de niche, un jeu de spécialiste, même s'il a quand même été popularisé par Sturi de la chaîne C'est ça le catch. Donc forcément beaucoup moins de vues sur ces vidéos que lorsque je parle de sport, de cyclisme, de MotoGP, de sport d'hiver et bien sûr de biathlon. Mais ça reste mon petit moment de détente dans la semaine et vous êtes toujours là, toujours fidèles au rendez-vous. Un grand merci. La semaine dernière pour l'épisode numéro 59, on s'était laissé sur le booking complet du mois de juin 2009 avec Samoa Joe qui dans le dernier show du mois précédent dans le main event avait battu Doug Williams. Il a même corrigé Samoa Joe et Doug Williams qui rentrent en rivalité. Petit programme d'attente pour ces deux garçons. On essaiera bien sûr de pêcher un peu plus haut dans la carte le vainqueur donc de cette rivalité. Le mois dernier, dans notre jeu, on s'était laissé sur un 77 lors de la première semaine, un 73 lors de la deuxième semaine qui était d'ailleurs le moins bon show, 82 pour la semaine 3 et 77 pour la semaine 4. On va pas se le cacher, grosso modo, c'est quand même des shows très qualitatifs. On espère qu'on va passer le 80 régulièrement sur ce mois de juillet et puis surtout qu'on va aussi arriver à mettre plus de 2 millions de personnes devant leur écran de télévision lors de nos shows. C'est parti, on y va, direction les backstage donc du premier Dynamite du mois de juillet 2009 avec des informations. Bryan Danielson à qui j'ai donné un petit peu de temps, Jay Briscoe qui est parti faire du MMA, en tout cas s'entraîner, il se dit tiens Bryan Danielson le fait, pourquoi pas, hein, moi aussi. Mike Mizanin aussi blessé, hein, qu'on ne peut pas utiliser pour des angles. On le récupère dans deux shows, Mike Mizanin, on va voir ce qu'on peut faire. Incident impliquant Steve Austin qui est présent, Steve Austin qui a priori a pris pas mal de hits par rapport à une intercation avec un fan et a priori c'est même devenu physique. Oula, un fine pour Steve Austin, on va pas se fâcher, il améliore son comportement après cet incident. Bah écoute, c'est très bien, magnifique Steve Austin, il est content de l'action. Voilà, je pense qu'il pensait que ça allait être un peu plus grave. On va bien sûr faire les shows dans le Midwest parce que ce mois-ci, je veux véritablement voir avec tous nos shows dans notre région de prédilection combien on fait en termes de balance économique, si on est toujours en négatif ou si on arrive à stabiliser. Donc on va partir du côté du MN Allenbeck Hall, hein, non un peu à coucher dehors avec un billet de logement, on attend plus de 6000 fans, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au MN Allenbeck Hall dans le Midwest région, on est le plus populaire, nouvelle arène, 6337 pèlerins présents dans les gradins, on espère plus de 2 millions devant la télévision, on démarre avec un énorme 90 de rating, un have a seat avec Paul Heyman, Kevin Nash et Chris Benoit qui vont s'installer dans le canapé et qui vont respectivement tailler le bout de gras avant leur affrontement dans les prochaines semaines pour le titre mondial. Kevin Nash qui bien évidemment, vous l'imaginez, va rappeler ses faits d'armes, le fait qu'il a battu Steve Austin pour reprendre son titre, le fait qu'il a battu Shawn Michaels, l'incroyable Shawn Michaels en provenance de la New Japan Pro Wrestling pour conserver sa ceinture, il a battu Tyler Black, il a battu Jon Moxley, il a détruit Samoa Joe et la prochaine victime c'est Chris Benoit. Kevin Nash, son point c'est comment tu peux être assez fou pour affronter le champion le plus dominant de l'histoire du catch. Et Chris Benoit, on va pas se le cacher, il n'aime pas l'attitude de Kevin Nash parce que Chris Benoit dans l'idée c'est un catcheur pur. Chris Benoit il arrive à la All Elite Wrestling pour faire des dream match,
pour quelque part assouvir son désir d'aller faire des matchs 5 étoiles. Et oui, Meltzer, il a envie d'en faire son pote, il a envie de le voir aligner les étoiles comme on enfile les perles, avec ses combats tous plus extraordinaires que les autres. Et Chris Benoit, il est là pour le catch, il est là pour affronter des grands noms, des mecs qui méritent, comme Claudio Castagnoli, qui a peut-être pas la bonne attitude, mais qui est un grand compétiteur. Et Chris Benoit, il n'aime pas l'attitude de Kevin Nash, la façon dont il s'entoure, la façon dont il essaie de taper les hommes déjà à terre, psychologiquement et physiquement, la façon dont parfois il met en place du mind games, la façon dont il essaie quelque part de se débarrasser de ses adversaires en amont de ses matchs, parfois même d'intervenir dans ces rencontres qui quelque part lui permettent de conserver le titre plus facilement. Et Chris Benoit, il veut mettre fin à ce règne de terreur de Kevin Nash qui n'a ni queue ni tête et qui surtout est basé sur la puissance psychologique de Kevin Nash qui a su s'entourer. Et Chris Benoit le dit, une fois qu'il aura repris le titre des mains de Kevin Nash, il sera un champion combatif, un champion pur qui donnera des opportunités où le catch sera roi. Voilà, 90 de rating, gros duel de confrontation, gros duel d'ego, 90 de rating, c'est très bon. Paul Heyman qui était très très bon, bien évidemment, vous l'imaginez. Et la storyline, Chris Benoit, Kevin Nash avance et gagne de la hit. On aura bien sûr ce match dans les prochaines semaines. Michelle McCool face à Lacey, match de championnat TBS, et oui, ce fameux titre secondaire. Chez les femmes, Michelle McCool, Lacey, 55 de rating, performance de 50 pour Lacey, de 47 pour Michelle McCool. Match descend dans les faits, 9 minutes 19 de combat victoire de Lacey qui va faire le tomber après un TKO sur Michelle McCool. Lacey devient donc la nouvelle championne TBS, deuxième règne de championne secondaire chez les femmes pour Lacey qui va donc battre Michelle McCool. Michelle McCool, vous saviez qu'on pouvait pas aller bien loin dans l'idée puisque elle s'en va dans quelques mois pour cause de maternité. On espère derrière la retrouver en bonne forme une fois qu'elle aura mis son enfant au monde, mais il va falloir patienter, vous l'imaginez, quelques mois. À l'issue de ce match, Lacey va prendre le micro. Elle est d'abord félicitée par Lisa Marie Varon parce que les deux sont un peu copines de circonstance. Lacey qui prouve, elle le dit, que Michelle McCool n'était pas une championne crédible, que Lacey aurait dû être la championne depuis un petit moment puisque c'est le visage donc de Rampage. Enfin, c'était le visage de Rampage et c'est aujourd'hui le visage de la division TBS. Lisa Marie Varon qui lui fait un câlin, qui lui dit applaudissez votre nouvelle championne, voilà, donnez-lui du respect. Et Lisa Marie Varon qui en profite aussi pour faire un peu son business et challenger Rebecca Knox. Elle veut son titre. Voilà, t'as vu ce que j'ai fait à Michelle McCool dans un match par équipe où t'étais impliqué. Maintenant, je veux mon match, je veux mon opportunité. 70 de rating, c'est très très bon. Lacey qui n'a pas été bonne pour aller en dehors du script, c'est très rare. En revanche, Lisa Marie Varon a vraiment été excellente du début à la fin. Elle a eu la palme. Voilà, elle a su faire ce qu'elle voulait de ce public et forcément, cet angle permet au show d'être encore un peu plus hot. Derrière, on retrouve, après une coupure publicitaire, Paul Heyman et Katsushika Okada dans les backstage. Et Katsushika Okada, certes, il a un challenger qui va se définir dans les prochaines semaines, parce que oui, il y a ce fameux, vous le savez, tournoi pour couronner un aspirant numéro 1 au titre TNT, mais il ne faut pas se le cacher, Katsushika Okada, il a envie, avant ça, de pouvoir affronter quelqu'un, de pouvoir, eh bien, quelque part, se reproduire dans le ring, histoire de ne pas se rouiller, et il voit arriver Colt Cabana, accompagné de Terry Funk, qui est là pour l'aider, et il dit tiens, j'ai été impressionné quand même de ce que t'as fait, un champion intercontinental tout nouveau, viens, on s'affronte. Voilà, ce soir pas de titre en jeu, mais on s'affronte. Katsushika Okada qui challenge Colt Cabana, et ce soir on aura un dream match Katsushika Okada contre Colt Cabana dans le main event, ça fait 75 de rating, c'est très bien. Et la storyline TNT Worldwide en plus qui gagne, enfin qui avance quoi, qui gagne pas de hit mais qui avance. John Moxley qui fait face à Bobby Roode dans le premier tour de ce tournoi pour couronner un nouveau champion TNT. On a Tyler Black à la table des commentateurs, bah oui quand même, pour commenter l'action, ça fait un énorme 79 de rating. Pourquoi les performances sont pas folles, 68 à chaque fois pour Bobby Roode et John Moxley, mais il y avait un peu de hit, le booking qui aide, bref, on a su aussi construire les choses, la popularité de ces garçons notamment et l'overness, 79 de rating, match avec une grande hit, du bon catch, 11 minutes 23 de combat qui va avoir la victoire de John Moxley face à Bobby Roode avec un hook and ladder, victoire donc de John Moxley qui se qualifie pour les demi-finales. Gros échange de regards avec Tyler Black, l'air de dire si tu gagnes ton match, tu vas m'affronter. Voilà, 79 de rating. Bobby Roode qui a été combatif mais qui n'a pas pu s'imposer face à John Moxley qui a quand même montré qu'il était plus dominant.
Ensuite, on retrouve Ted DiBiase Jr. et Senior dans le ring. Et Ted DiBiase Jr., il nous parle de la perte de son titre intercontinental, du fait qu'il n'a pas pu aller rechercher ce titre intercontinental, voilà, voir son père aux abords du ring, puis en fait, derrière, jarté des abords du ring par Paul Heyman, ça l'a un petit peu déconcentré, il s'est un peu perdu et il justifie sa défaite sur le fait que Paul Heyman ait jarté son père du ringside, mais il veut retomber sur ses pattes et Ted DiBiase Jr., il sait qu'il y a encore un spot à prendre pour le tournoi et il veut donc son spot. Et Paul Heyman va tout simplement lui signifier que pour obtenir son spot, désormais il suffit plus de demander, hein, on n'est plus à Rampage, il faut le mériter et il va donc lui donner son adversaire du soir, Brandon Tomaselli, match de qualification pour rentrer dans le tableau de ce tournoi pour couronner un nouvel aspirant au championnat TNT. Ted DiBiase Jr. qui était très bon, Ted DiBiase Senior également et Paul Heyman, vous imaginez qu'il a été aussi à son aise. Derrière, Brandon Tomaselli face à Ted DiBiase Jr. Forcément, vous imaginez bien que Paul Heyman a ramené à la table des commentateurs directement avant le début du match l'ami Ted DiBiase Senior, histoire qu'ils commentent l'action ensemble. Et Brandon Tomaselli, Ted DiBiase Jr., ça fait un 71 de rating, performance de 67 pour Brandon Tomaselli. Pour Ted DiBiase Jr., c'est un petit peu moins bon, ça fait 56, mais on sait que les deux garçons sont quand même plutôt bons. Hein. Ils ont une chemistry particulière, ces deux gars, donc ça nous permet d'avoir une note un petit peu plus ronflante que ce que les performances in ring veut bien nous laisser paraître. Match décent sur le papier, 9 minutes 32 de combat, victoire de Ted DiBiase Jr. sur Brandon Tomaselli, après un fast roll-up. Bah ouais, petit paquet, il a surpris Brandon Tomaselli, et victoire clean de Ted DiBiase Jr. dans l'idée, même si voilà, c'est un peu une victoire à la roublard, mais ça le fait quand même Ted DiBiase Jr. qui est qualifié, qui donc va pouvoir participer à ce tournoi pour couronner un prochain challenger au titre TNT. Et à l'issue de cette victoire, Ted DiBiase Jr. nous dit, accompagné de son père, que désormais il est en route pour devenir challenger numéro 1 et que Katsushika Okada devrait faire attention à son cul. Et Don Callis va se pointer avec Cody Rhodes, il lui dit c'est bien, t'as beaucoup de prétentions, seulement ton premier adversaire dans le tableau, c'est Cody Rhodes, autant te dire que ton envie de devenir challenger numéro 1 va tourner court. Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr., on sait qu'il y a quand même une histoire, et ces deux garçons vont pouvoir s'expliquer dans les prochaines semaines pour, quelque part, avancer dans le tournoi. Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr., on sait qu'ils sont intimement liés. La performance de Ted DiBiase Senior qui a été très bonne, Ted DiBiase Jr. lui a été excellemment bon pour aller en dehors du script, il est de mieux en mieux Ted DiBiase Jr. George Frankenstein qui fait un petit striptease avant le main event, voilà, segment léger, histoire que tout le monde puisse rincer l'œil avant un main event que j'ai mis en 6 de show, j'espère que ça va le faire. Ça fait un énorme 80, voilà, c'est beau. 80, voilà, pour un match quelque part de mid-card, mais on fait péter en main event, Katsushika Okada, Colt Cabana, j'ai laissé du temps, 18 minutes 18, hein, dans l'idée, c'est long, c'est très très long, les titres n'étaient pas en jeu, 74 de performance ring pour Katsushika Okada, 70 pour Colt Cabana, match avec une grand catch et une grande hit. Katsushika Okada défait Colt Cabana en 10 minutes 18 via pinfall. Et oui, j'ai donné l'avantage à mon champion TNT parce que dans mon idée, le championnat TNT est plus important que le titre intercontinental. Et je me suis dit, ça permettra de donner une grosse victoire à Katsushika Okada sans véritablement discréditer Colt Cabana. Et on fait un énorme 80 de rating, 17 régions où la popularité s'améliore. Franchement, c'est parfait, c'est un début idéal de vidéo. Alors qu'on a le beau profil de Jeffrey Scott qui, on l'appelle, est un arbitre plutôt expérimenté qui a travaillé pour la BCW. Pourquoi pas. Des nouvelles notamment de Dynamite avec le rating global de 2.71. On va tout de suite aller voir ce qu'il en est, même s'il y a des signatures de contrats, oui, à valider avec bien sûr des négociations avec les frères Uso, Joshua et Jonathan Fatou. Voilà, il y a beaucoup de choses à construire avec ces garçons-là, mais ça reste peut-être intéressant d'aller les chercher. Ça pourrait être des bonnes mains aussi pour la division par équipe sur le moyen long terme. Voilà, ils sont face, tout va bien. Je leur assigner une position aussi dans le roster tout de suite maintenant. Normalement, ça va être oui, Shman Talent. Et on va partir de très très loin avec ces deux garçons-là. Mais écoutez, pourquoi pas. Hein. Ça nous plaît aussi. Moi, c'est quelque chose que j'adore dans TEW, c'est que tu construis tes stars comme bon te semble. Et puis voilà, tu les fais partir de rien pour vraiment les amener à un main event. Alors tout le monde n'aura pas ce statut bien évidemment, mais au moins ça permet de donner un petit peu de challenge dans le jeu. Alors 2.71 et on passe les 2 millions de viewers, 2 millions 32 000 personnes présentes bien sûr devant leur télévision via la WB pour suivre le show, 81 de rating, tu m'étonnes. Là on a mis des petits plats dans les grands, ça c'est des nouvelles qui me plaisent. Ah là là, beaucoup de fins de contrat, vous le voyez, et des offres aussi pour Mark Briscoe pour aller à l'Evolve qui a ouvert ses portes, voilà, qui est en statut régional, juillet 2009, un roster qui, putain, ils ont Vader,
nom de Dieu. Bon, Vader qui catche plus, mais ils ont Vader quand même, les mecs. Hein. Alors, au niveau des contrats qui se terminent, alors, Brianna et Nikki Garcia, j'avoue humblement que j'ai pas du tout envie de les prolonger. Brooke Adams, en revanche, on va y aller, parce que ça reste quand même solide. C'est une fille qu'on pourrait éventuellement mettre un peu plus en valeur, si elle se comporte un petit peu mieux, parce que bon, c'est vrai que dans les backstage, elle n'est pas toujours l'unanimité. On va partir, on va la mettre sur un an, voilà, parce qu'il faut pas déconner, on verra comment on va l'utiliser. Toulo, la downside. Ah bon, Toulo, pourquoi pas. 530, donc, bouge pas du coup de l'ami Brooke Adams. Mais écoute, allez, pourquoi pas. Allez, essayer de négocier, je veux bien. Angel Williams, on va la prolonger aussi, Angel Williams, ça peut être intéressant. Angel Williams qui est une bonne main aussi, bien sûr. On va y aller à 520 par apparence, on va y aller à 480 en downside, sur un an. Voilà, normalement ça devrait le faire. Très bien, magnifique, c'est tout bon. Et bien sûr Edgili qu'on va prolonger parce qu'Edgili, attention. Edgili ça peut aussi bien marcher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors elle va demander plus cher, mais c'est pas grave, on va s'aligner. On a l'argent, enfin on a l'argent. Oui et non. Sur un an, trajet non couvert, 710. Allez, ça fera une bière en plus. Et elle me recontactera prochainement. Là encore, des fins de contrat pour Serena Deeb, Lacey Van Erich, Chantal Taylor et Dave Bautista qui voient bien, son contrat se terminer avec la TNA. Alors Dave Bautista, j'aimerais bien négocier. Mais bon, j'imagine que c'est cher. Alors on le voit, ça serait 26 000... Ah non, quoique pas tellement, 26 700 par mois. Par contre, est-ce qu'il voudrait négocier? Non, il veut pas. Il veut pas négocier. Il veut pas négocier, on est trop petit pour lui. Bah écoute, reste à la TNA. Moi, je vais reprolonger Serena Deeb. Serena Deeb, ça reste aussi une bonne main. Voilà, un peu les coulisses de chez coulisses. Hein. Bah, à un moment donné, il faut bien que la vidéo soit un peu plus longue, sachant qu'elles sont de plus en plus courtes. Maintenant, étant donné qu'on a un show de moins, on peut se permettre de faire un peu plus de backstage, entre guillemets. 470 sur un an. Allez, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Lacey Van Erich. Alors, Lacey Van Erich, on va me dire, c'est pas le bon plan, mais sur la base, franchement, il y a 67 en basique. Il y a un charisme à 78, il y a Star Quality à 78, il y a 97 de sex appeal. Franchement, techniquement, ça doit marcher. Mais pour l'instant, ça marche pas. Donc, on va essayer de persévérer. Je sais pas si on persévérera de manière intense, mais au moins essayer de se laisser une chance. Voilà, 530, 470, sur un an. Voilà, normalement, 540. Négocie aussi serré. Et Chantal Taylor. Chantal Taylor, là aussi, c'est une très bonne main. On voit un 75 en basique, 69 en psychologie. Bon, la star quality est pas là, mais ça reste voilà, une fille pour perdre qui est parfaite quoi. Faut être honnête. Alors du coup, en paix par apparence, on va partir sur du 730 et on va partir sur du 650 en downside. Voilà, et normalement, elle devrait me recontacter prochainement. Voilà, super, magnifique. J'attends ta réponse. Allez, de retour dans les backstage d'AEW Dynamite, deuxième du nom en ce mois de juillet 2009. Il faut savoir, et je voulais pas montrer que la totalité des personnes avec qui on était en renégociation de deal ont accepté l'extension de contrat, ça c'est déjà une bonne chose. Et nous on va traiter maintenant tout de suite les incidents dans les backstage, toujours 100% de rating. Que s'est-il passé? Incident impliquant Bobby Billard, ça doit être positif? Non. Non, ce n'est pas positif. Apparemment, elle est arrivée tard, breakant les codes du locker room, c'est une fine. Bon, elle est pas contente, voilà. Mais je lui mets une amende quand même. Voilà, elle est pas contente, elle trouve que c'est pas bien, que c'est too much. Mais j'en ai rien à faire. La prochaine fois, t'arriveras en avance. Allez, on est parti pour le deuxième Dynamite du mois de juillet 2009. 6790 pèlerins au Emo Show Me Center dans le Midwest. Et je dois dire que je suis assez déçu du rating de ce segment, seulement 69. Je m'attendais à beaucoup mieux. Rena Mero, qui est donc dans le ring, qui nous demande d'accueillir, comme il se doit, Samoa Joe, qui il y a 2 semaines, on le rappelle, a battu Doug Williams, reprenant un peu de momentum. Et peut-être que cette victoire va lui permettre de revenir dans la Title Picture, de prendre sa revanche face à Kevin Nash et pourquoi pas mettre enfin de l'or autour de ses hanches. Mais Samoa Joe, malheureusement pour lui, il va pas avoir beaucoup l'occasion de s'adresser à la foule puisque Doug Williams va rappliquer très rapidement et Doug Williams va se plaindre, comme il le fait très souvent, de l'attitude de Samoa Joe il y a 2 semaines qu'il a cueilli à froid en le challengeant dans un match dans le main event alors qu'il n'était pas vraiment préparé pour ça. Hein, forcément, Samoa Joe, le public se fout de la gueule de Doug Williams, ils sont bien contents de voir un Doug Williams rager complètement, mais Doug Williams, son point c'est le suivant: est-ce que toi tu arriverais à
aussi bien réagir que moi il y a 2 semaines devant une surprise à laquelle tu ne t'attends pas. Parce que Doug Williams, il challenge tout de suite maintenant Samoa Joe dans un match 3 contre 3 et forcément il va faire appliquer Sheamus et Drew Galloway, l'ami Doug Williams. Et oui, Samoa Joe il se retrouve tout seul dans le ring, 69 donc de rating. La storyline reste un petit peu en suspens, mais avance quand même grâce à ce segment. Mais Samoa Joe, on le sait, hein, il n'est pas vraiment seul, parce que oui, il y a les frères Fatou qu'on a signés il y a quelques jours de ça, qui vont rappliquer avec un sourire en coin pour Samoa Joe quand il voit ça. Doug Williams il dit d'où ils sortent ces deux Samoans, et on fait donc ce fameux triple vrai match, parce que ouais, du coup, Samoa Joe, il voit Doug Williams un peu douter, tu veux le faire ton match, je veux pas le faire, et finalement on part, Doug Williams et la UK Alliance face à Samoa Joe, et donc les frères Fatou, que je devrais renommer peut-être Ouzo éventuellement. Ça fait 62 ratings, parce que forcément, vous l'imaginez, il y a des performances qui sont moyennes de Sheamus qui fait 21, de 28 pour Drew Galloway, 17 et 18 pour quand même les frères Fatou, on part de très très loin. En plus leur gimmick, on va pas se le cacher, c'est pas non plus le feu, c'est rating de pour et de below average. Bon, ils s'améliorent aussi sur leur gimmick, il va falloir leur laisser un petit peu de temps. Match, on va pas se le cacher, qui est loin d'être fou. Samoa Joe et les frères Fatou qui vont s'imposer face à Doug Williams et la UK Alliance en 10 minutes 21, quand Samoa Joe va défaire Drew Galloway via pinfall avec le Iceland Driver. Voilà, victoire donc des Faces et Samoa Joe qui va encore un peu plus agacer Doug Williams qui fait des pieds et des mains, tu sais, qui est un peu comme Joe Dalton dans l'idée c'est trop injuste, j'en ai marre, marre. Bref, voilà, Doug Williams dans toute sa splendeur et qui perd à nouveau le match. Derrière, on enchaîne avec un match de championnat du monde féminin. Rebecca Knox qui accepte donc le challenge de Lisa Marie Varon. Match descend dans les faits, 66 de rating, performance de 60 de Lisa Marie Varon, 56 seulement de Rebecca Knox. Je m'attendais quand même à ce qu'elle dépasse les 60. Match descend sur le papier qui aura duré 8 minutes 39 à 8 formats TV, puisque Rebecca Knox va battre Lisa Marie Varon via l'explodeur souplex après l'intervention botchée de Lacey qui était aux abords du ring. D'abord à la table des commentatrices, et puis derrière elle est venue vers le ring essayant de tirer avantage éventuellement d'une situation et permettre à Lisa Marie Varon d'avoir un petit ascendant à un certain moment. Finalement elle a botché de son interférence, Lisa Marie Varon s'est pris un coup et Rebecca Knox en a profité pour lui faire son finisher, tomber 1, 2, 3. Victoire donc de Rebecca Knox qui fait sa 5e défense du titre mondial féminin. Solide. Rena Mero à nouveau dans le ring après la coupure publicitaire. Rena Mero, elle accueille, elle demande d'accueillir El Generico, enfin le El Generico nouvelle génération, sans masque, sans cap, et surtout avec un nouveau nom, Rami CBI, puisque oui, c'est bien sûr le véritable nom de Sami Zayn, et Sami Zayn qui donc se retrouve dans le ring avec son vrai nom, son vrai visage, plus de masque, plus de cap. Il est temps d'arrêter de se cacher. Rami CBI, il veut donc prendre un nouveau départ au sein de la All Elite Wrestling, et Colt Cabana, ça tombe bien, il a un plan pour lui, il a beaucoup de respect pour ses accomplissements. Il s'est souvent fait écraser par Kevin Steen, et Colt Cabana se verrait bien offrir à Rami CBI une opportunité pour le titre intercontinental. Rami CBI, vous imaginez bien que la perspective de prendre un titre solo, ça lui fait plutôt plaisir. On retrouve ensuite Nick Nemeth et James Storm accompagnés de Barbara Keenan qui sont dans le ring, et Nick Nemeth et James Storm, ils rappellent leur passif en tant qu'athlètes. Nick Nemeth, ancien champion intercontinental, Nick Nemeth et James Storm, l'équipe avec une énorme chemistry, c'est plus à prouver, un record en tag team competition absolument extraordinaire, et là ils voient depuis quelques temps BG, Kip James avoir des opportunités, se positionner comme étant les challengers numéro 1, et ça leur plaît pas beaucoup. Eux aussi ils veulent leur opportunité de titre, et BG et Kip James vont se ramener. Ils ont beaucoup de respect pour les deux gamins, beaucoup de considération, c'est des bons gars, mais par contre quand il s'agit d'opportunités, là il n'y a plus de copains. Là on n'a plus envie de partager, surtout qu'il rappelle BG et Kip James que Nick Nemeth et James Storm se sont pris le tombé lors du dernier pay-per-view et que possiblement ils leur ont coûté la victoire. Mais s'ils veulent un match, ils sont prêts à leur offrir là tout de suite, maintenant, juste après ce segment. 79 de rating. La performance de Nick Nemeth n'a pas été bonne, James Storm non plus. En revanche, BG a été excellent. Le match suit, je l'ai mis en style de show, ça fait un 79 également. Match avec du grand catch, une bonne hit, 14 minutes 46 de combat.
Des prestations de B.J. James énormes, 88, 69 de Keep, 83 de James Storm, 67 de Nick Nemeth, qui est en train petit à petit de se rapprocher des 70. James Storm, énorme perf, match avec une grande hit et donc du bon catch, 14 minutes de combat, enfin presque 15. Format TV, on a mis ça en style de show, victoire des New Age Outlands quand B.J. James a fait retomber sur James Storm après le Spike, Pile Driver. Les New Age Outlands sont clairement au-dessus de Nick Nemeth et James Storm, c'est un step trop, et les New Age Outlands, s'il en était encore besoin, se positionnent comme étant les futurs challengers numéro 1. Derrière, on retrouve après la coupure publicitaire Ted DiBiase Jr. accompagné de son padré. Ted DiBiase Jr. il est fatigué de son traitement. Maintenant, le mec se fait prendre son titre intercontinental. Il y a des matchs auxquels il doit participer alors qu'il n'est pas prévenu. Là, il se retrouve dans une obligation d'avoir un match pour se qualifier pour le tableau, pour décerner un aspirant numéro 1 au titre TNT. Et là, il se retrouve face à Cody Rhodes au premier tour. C'est trop injuste. Et il veut désormais qu'on arrête de se payer sa gueule. Voilà. Et puis ça passe bien sûr par des victoires. C'est ce qu'il nous dit, 71 de rating. Et justement, Cody Rhodes est présent. Voilà, le match est là, présent. Maintenant, tout de suite, Ted DiBiase Jr. face à Cody Rhodes. On va pas se le cacher. Le match est pas top. 55 de rating. Rating qui est loin d'être fou, mais ça reste quand même correct. Ted DiBiase Jr. Cody Rhodes. 11 minutes 26 de combat. Victoire de Cody Rhodes via le Running Bulldog. Bref, un Cody Rhodes qui, sans coup férir, aura battu Ted DiBiase Jr., réglant du même coup peut-être un petit peu ses comptes avec le fils du $1 million man, 52 de performance in ring de Ted DiBiase Jr., 51 de Cody Rhodes. Et enfin, le main event, j'en ai pas parlé, mais si, on fait le match tout de suite. Voilà, Kevin Nash contre Chris Benoit, c'était bien sûr le main event du show. Match avec une fantastique hit et du bon catch qui s'était assis avec Polyman la semaine dernière. Et ben on se met sur la gueule la semaine d'après. 12 minutes 05 de combat, des performances de 82 de Chris Benoit, 57 seulement de Kevin Nash qui est toujours ralenti, bien évidemment. Et puis en plus, sa gimmick style, donc forcément, c'est rien pour arranger les choses. 12 minutes 05 de combat qui vont voir la victoire de Kevin Nash sur Chris Benoit via le Jackknife Powerbomb après les diverses interactions et interventions, puisque oui, Chris Benoit a été distrait par Claudio Castagnoli, par Bobby Roode, par Tyler Black et John Moxley qui est venu faire fuir Tyler Black. On sait que les deux vont certainement s'affronter. Bref, et dans ce chaos total, Kevin Nash, qui est en supériorité numérique, a réussi à faire le tomber sur Chris Benoit et à prendre la victoire et donc conserver son titre et faire bien sûr la 5e défense de son championnat mondial. On fait un bon 76 de rating, on améliore de popularité dans 17 régions, show un peu moins qualitatif que la semaine dernière, mais ça reste quand même plutôt correct. Time to heal pour Doug Williams qui ressent les effets de la fatigue. On va tout de suite voir à combien de pourcents il est fatigué, l'ami Doug Williams. Un TV rating de 2.74, on a encore augmenté, oui, magnifique. Alors d'abord le medical. Bah non, rien du tout, que dalle, on ressent les effets de la fatigue, mais apparemment... pas plus fatigué que ça le bonhomme. Bon bref, Show History, au niveau de Dynamite, on fait un 76 de rating, on fait 2.74, on avait fait 2.71 la semaine précédente, 2 60 000 personnes présents via leur écran de télévision pour regarder le show. En plus on a fait un petit peu plus de pèlerins dans les gradins que la semaine dernière. Et bah écoutez, tout va bien, on espère passer les 80 pour le prochain show. IA Knapp Center 6446 pèlerins toujours dans le Midwest pour le 3e Dynamite du mois de juillet 2009 et on démarre avec un angle dans le parking souterrain de l'Arena Renamero qui va intercepter Mike Mizanin puisque oui ce soir il va affronter Travis Fimmel. Mike Mizanin, on le sait, avec Travis Fimmel ils ont une histoire commune en par équipe avec bien sûr les Young Wolves, mais ils ont aussi une histoire un petit peu moins sympathique quand Mike Mizanin, on le rappelle, avait voulu impérativement avoir ce titre TNT pour essayer d'avoir un peu d'or autour de ses hanches et être un peu considéré parce que après s'être fait mis dehors du groupe de Bryan Danielson dont il faisait partie avec Travis Fimmel et Maryse, eh bien personne n'avait pris de ses nouvelles. On sait que Mike Mizanin avait fini par capturer, séquestrer Maryse et donc ce soir Mike Mizanin veut faire table rase sur le passé, notamment celui qui lui arrange le moins et surtout faire un gros match face à Travis Fimmel. Mike Mizanin, en parlant, en marchant, il va tomber justement sur Travis Fimmel et Maryse. Gros échange de regards entre Travis Fimmel et Mike Mizanin. Et puis Maryse, plein de dégoût envers bien sûr Mike Mizanin, qui on rappelle l'homme qui l'a séquestré pendant pas loin de 15 jours à l'époque pour les plus anciens d'entre vous. 62 ratings, c'est plutôt pas mal pour ouvrir le show. Ensuite, Nick Nemeth face à Tyler Black, c'est la première action de la soirée. Nick Nemeth, Tyler Black, 66 de rating, match du premier tour, bien
bien évidemment, match du premier tour pour ce fameux tournoi pour couronner un aspirant numéro 1 au titre TNT, Nick Nemeth, Tyler Black, 66 de rating, 12 minutes 50 de combat, on a laissé du temps, match avec une bonne hit du descent catch, Tyler Black défait Nick Nemeth en 12 minutes 50 via pinfall avec le cross screw 450 splash après une distraction de Kevin Nash. Voilà, victoire de Tyler Black, mais pas clean. Performance de 65 de Tyler Black, 54 de Nick Nemeth. On a essayé de protéger un petit peu l'ancien champion intercontinental. À l'issue de ce match, le gros 84 de rating, Kevin Nash, qui est accompagné bien sûr des champions par équipe de Tyler Black, voilà, toute la clique des gentlemen, Kevin Nash en costume cravate, très heureux d'abord d'avoir conservé son titre, hein, il le dit, j'ai battu Chris Benoit, ah là là, nouvelle victime sur ma liste, et puis surtout il est fier de Tyler Black qui continue à avancer dans le tournoi et qui possiblement conserve une chance bien évidemment d'obtenir un match de championnat face à Katsushika Okada, et bien sûr possiblement aussi de remporter ce championnat TNT. Seulement tout ce beau monde va se faire couper par Jon Moxley et ainsi que les New Age Outlaws. Jon Moxley, vous l'imaginez, va confronter Tyler Black, et oui, son prochain opposant, le prochain garçon qui se dresse sur son passage sur ce tableau pour couronner un aspirant numéro 1 en titre TNT, eh bien c'est lui. Et Jon Moxley lui dit et lui répète qu'il va falloir plus que la roublardise de Kevin Nash et plus que les stratagèmes de Tyler Black pour pouvoir venir à bout de lui. Kip et PG James qui vont renchérir en disant à Kevin Nash qu'être fier de Tyler Black c'est quand même un euphémisme. Et d'ailleurs parlons aussi de tes autres membres de ton groupe. Es-tu vraiment fier de Claude Castagnoli et de Bobby Roode qui n'ont pas défendu leur titre depuis un petit moment? On a gagné pas mal de matchs, on a du momentum, c'est quand qu'on a notre chance. Et tout ce petit monde eh bien, va se laisser aller à un main event dans un 3 contre 3. On retrouvera Tyler Black qui va catcher 2 fois Sonk cette nuit, Tyler Black qui fera équipe avec Claude Castagnoli et Bobby Roode, et Jon Moxley qui va faire équipe avec les New Age Outlaws. Voilà, 84 de rating, énorme segment. Lisa Marie Varon et Lacey qui font équipe face à Gaiki et Nighty Night Art, les deux qu'on avait trouvés en miscommunication la semaine dernière, qui vont remettre l'église au milieu du village dans un 62 de rating global, 8 minutes 42 de combat, qui vont permettre à Lisa Marie Varon et à bien sûr Lacey de s'imposer face à Nighty Night Art et Gaiki quand Lisa Marie Varon va faire la tomber sur Nighty Night Art avec le Spider's Web. Performance de 49 pour Lacey, 61 pour Lisa Marie Varon, 53 pour Nighty Night Art et 42 pour Gail Kim. À l'issue de ce match, et ça fait un 72 de rating, je suis content de voir des notes en vert pour des promos féminines, en dehors de la présence d'ailleurs de Paul Heyman, Lacey qui prend le micro et qui dit que Lisa Marie Varon et elle sont bien sûr sur la même page, elles sont sur la même longueur d'onde, c'est pas parce qu'il y a eu un petit accro la semaine dernière qu'elles ne se respectent plus ou qu'elles ne se considèrent plus, et Lacey va interpeller Rebecca Knox en lui disant voilà celle qui aurait dû être championne, et forcément étant donné que tu es une championne combative, quelqu'un qui ne recule devant rien, tu lui donneras une nouvelle opportunité à n'en pas douter. Lisa Marie Varon qui va encore une fois faire de l'auto-promo et confronter Rebecca Knox en lui disant s'il n'y avait pas eu cette intervention, j'aurais dû être championne. Ce dont à quoi Lacey bien sûr va adhérer, mais une ancienne championne va faire son apparition, c'est Michelle McCool. Elle va confronter Lacey et surtout l'interpeller sur le fait qu'au lieu de se mêler du business de Lisa Marie Varon et potentiellement du succès de sa nouvelle pseudo-amie, il faudrait peut-être qu'elle fasse attention à son cul parce que Michelle McCool, elle arrive pour son rematch, alors que j'ai vu que la caméra avait planté. Qu'est-ce qui se passe la caméra? Derrière, on retrouve Mike Mizanin après la coupure publicitaire qui se balade dans les locker rooms, ou plutôt dans les allées de l'arena, direction justement le vestiaire des hommes où il veut saluer Travis Hummel et puis surtout lui souhaiter bonne chance pour ce soir, faire preuve un petit peu de fair play, de sportsmanship. Seulement il va être coupé par Maryse sur la route et quand Mike Mizanin voit Maryse, tout de suite il détourne le regard, il n'ose pas la regarder dans les yeux. Bref, on sent qu'il n'est pas à l'aise, forcément c'est logique, il a séquestré pendant 2 semaines. Et Maryse, les bras croisés, qui va relooker Mike Mizanin de la tête aux pieds, avec beaucoup de dégoût. Et Mike Mizanin qui lui dit écoute, je sais ce que tu penses de moi, je veux pas de problème, je veux simplement aller voir Travis pour lui souhaiter bonne chance. Et Maryse qui lui dit mais quel moment tu crois que Travis Hummel a besoin de ta chance et besoin de ta sympathie quoi. Voilà, et puis en plus t'étais assez fou parce qu'elle sait que Mike Mizanin a été blessé, t'es assez fou en plus pour l'affronter alors qu'il est blessé. Et Mike Mizanin lui dit oui je suis parmi à 100% et tout, mais voilà c'est un combat important pour moi. Et Maryse lui dit mais je m'en fous, bon, me raconte pas ta vie, ce soir on se voit dans le ring et après ta défaite on te reverra plus pendant un moment, en tout cas c'est ce que j'espère. Maryse qui est très désobligeante envers Mike Mizanin, 55 de rating, ça reste un segment plutôt correct.
Derrière, on retrouve Ken Anderson et Chris Hero dans le ring qui vont faire face à Colt Cabana et Ramy CBI pour tout simplement continuer à hyper potentiellement le match entre Colt Cabana et Ramy CBI dans les prochaines semaines. Match descend sur le papier, Colt Cabana et Ramy CBI qui vont bien sûr défaire Ken Anderson et Chris Hero en 10 minutes 26 quand Ramy CBI va défaire Chris Hero via pinfall avec le Brainbuster. Ah voilà, magnifique prise de finition, performance de 33 de Chris Hero, 33 également de Ken Anderson, 78 de Ramy CBI et Colt Cabana est à 76. Il faut savoir que Ramy CBI a paru vraiment excellent durant ce match. Voilà, tu m'étonnes avec une performance de 78. Le garçon, clairement, il nous a pas pris pour un con. Ramy CBI qui prend bien sûr du momentum et qui, s'il en était besoin, prouve qu'il est légitime, pourquoi pas, pour affronter Colt Cabana. Travis Fimmel face à Mike Mizanin. Et bah écoute, je suis content du 64 de rating parce que, on va pas se le cacher, dans notre réalité virtuelle, ils n'ont pas une bonne chemistry. D'ailleurs, c'est rapporté. Voilà, Travis Fimmel et Mike Mizanin ne cliquent pas. Mais ça fait quand même un 64. Victoire de Travis Fimmel dans un match avec une bonne hit et du 100 catch. 11 minutes 17 de combat. Travis Fimmel qui fait donc le tombé sur Mike Mizanin pour se qualifier au tour prochain. Travis Fimmel qui fait un 61 de performance ring, seulement 47 de Mike Mizanin, 61 de Travis Fimmel. On était proche des 70 à un moment donné, un petit peu baissé, il va falloir le reconstruire aussi, l'ami Travis Fimmel. À l'issue de ce match, Mike Mizanin qui va essayer de faire preuve de sportsmanship envers Travis Fimmel, du temps de la main. Travis Fimmel il sait pas trop, et Maryse qui simule un début de malaise en lui disant je suis pas bien, voilà il faut qu'on rentre bébé, qu'est-ce que t'en penses, machin. Et bah, Travis Fimmel il est au petit soin pour Maryse et on oublie complètement la main tendue de Mike Mizanin. Et forcément ils se font accompagner sous les huées de la foule, bah ouais, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et enfin, le main event, un énorme 83 de rating qui, je pense, va nous permettre d'améliorer quand même la note globale du show. On fera pas un 80, si on fait déjà un 76, 77, ça sera déjà pas mal. Tyler Black et les Gentlemen qui font face à Jon Moxley et New Age Outlands, 83 de rating global, match avec une grande hit, du bon catch. On a laissé du temps, 16 minutes 15 de combat, les performances sont plutôt bonnes. 69 de Claudio Castagnoli, 65 de Bobby Roode, je dis plutôt bonne, mais pas franchement, hein, ça reste quand même juste correct. 71 de Tyler Black. 58 de Kip James, Beiji est à 72, Jon Moxley est à 74. En même temps, c'est des six-man tags, ils ont pas trop l'habitude d'en faire, ils sont pas forcément toujours très à l'aise, c'est pas le genre de booking que je fais de manière régulière, et c'est donc une victoire des Face Jon Moxley New Outlands qui défont Tyler Black et les Gentlemen quand Beiji James va défaire Bobby Roode via pinfall avec le Pile Driver. Et oui, hein, les New Outlands qui prennent du momentum sur les Gentlemen. Voilà, ça permettra de justifier possiblement très prochainement un match de championnat. Et on fait un 71 de rating parce qu'il n'y a pas assez de storylines qui ont avancé durant ce show. C'est vrai, tout à fait raison. Le jeu, on a fait avancer uniquement la storyline de Kevin Nash. C'est vrai que le TNT Worldwide n'a pas avancé. C'est vrai qu'on n'a pas non plus parlé de Samoa Joe, ni fait avancer aussi les storylines autour, bien sûr, de la DiBiase Family. Donc, ouais, effectivement, puni, ça paraissait, ça m'a pas sauté aux yeux au départ, mais ça paraît logique. 2.79, ça reste quand même plutôt correct. Voilà, 2 095 000, même si on sait très bien qu'on va payer l'addition de ce mauvais show, entre guillemets, show correct, la semaine prochaine. Allez, on se retrouve dans les backstage du dernier Dynamite du mois de juillet 2009 et comme la semaine dernière, pas de nouvelles croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée. Donc du coup, on se retrouve directement pour traiter les incidents backstage malgré le fait qu'il y ait un rating de 100 pour... J'avais besoin de Beiji James aujourd'hui. Et il n'est pas en condition de travailler. Je vais l'enculer. J'avais besoin de lui aujourd'hui. Stern Warning. Et il améliore son comportement. Il est content de la décision. Oh là là, j'avais besoin de lui. Tous les plans qu'il va falloir que je change. Il m'emmerde. Aïe 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 aïe. IA Knapp Center 6982 pèlerins, c'est donc le lieu et l'arène de notre dernier Dynamite du mois de juillet 2009 également, le dernier show de notre vidéo. Et oui, vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. On commence avec un rating de 75 plutôt correct et Rena Mero qui va nous demander d'accueillir les champions du monde par équipe Bobby Roode et Claudio Castagnoli. Et forcément Rena Mero avec les principaux intéressés, elle va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la défaite des champions par équipe dans un six-man tag avec en plus le tombé de Beiji sur Bobby
Roode est forcément la question qui fâche. Est-ce que New Age Outlands, après ça, mérite, et surtout le momentum accumulé, mérite d'avoir une nouvelle opportunité au titre par équipe? Bobby Roode, Claudio Castagnoli, vous imaginez qu'ils vont s'énerver à la question de Rey Mero, ils vont balancer des noms d'oiseaux, bien évidemment, au New Age Outlands, parce qu'ils ont battu à de multiples reprises, ils devraient plus avoir des matchs de championnat, beaucoup d'agacement qui va faire sourire Kip James qui va se ramener, qui va interrompre tout ce beau monde en disant: ah là là, on vous énerve quand même pas mal, on a un momentum, on a le vent en poupe, on a fait le tomber la semaine dernière sur un de vous deux, on a pris du momentum et on est aujourd'hui légitime, et ça vous fait peur de nous réaffronter parce que vous savez qu'on est la meilleure équipe de l'histoire de la All Elite Wrestling. Bobby Roode et Claudio Castagnoli, ils vont s'en prendre à Kip James parce que ils savent qu'aujourd'hui ils ont l'avantage, puisque oui, ils ont appris que Beji James avait échoué à un drug test une fois de plus, et donc que là, il était en infériorité numérique, et par cette occasion, les champions par équipe préviennent Kip James qu'il ferait bien de bien choisir ses mots en s'adressant à eux. Mais Kip James, il leur annonce bien qu'il n'est pas seul ce soir, parce que oui, les Gentlemen ont beaucoup d'ennemis, dont un Nick Nemeth qui s'est fait prendre la victoire face à Tyler Black à cause des interventions répétées de Bobby Roode et de Claudio Castagnoli. Et forcément ce soir, il se verrait bien Nick Nemeth régler quelques comptes. Doug Williams va bien évidemment faire aussi son apparition parce qu'il va mettre son grain de sel dans une histoire qui ne le regarde pas. Doug Williams, vous le savez, il se plaint beaucoup, il est hué par le public, chahuté, ça fait bien rire. Samoa Joe qui voit la scène, très amusé. Samoa Joe qui lui dit: mais qu'est-ce que t'es encore en train de faire? Te mêler d'une histoire qui ne te regarde pas, t'es en train de passer pour un con. Franchement, les deux dernières défaites de ces dernières semaines ne t'ont pas suffi. Doug Williams, Samoa Joe, ça s'échange des noms d'oiseaux, et Paul Heyman va finir par calmer tout ce beau monde en disant que ce soir, même maintenant tout de suite, il fallait qu'il se mette en mode match parce que il y allait avoir un 5 contre 5 qui allait avoir lieu, 75 de rating, et on enchaîne tout de suite sur ce combat qui nous fait un 68 parce que oui, vous le savez. Alors attendez, 2 petites secondes. Je me gratte les oreilles parce que c'est voilà, je me suis nettoyé les oreilles bien en fond en comble ce matin, mais toujours des petites démangeaisons. Aïe aïe aïe. Bref, 5 contre 5, voilà, bouquet acté par Paul Heyman, et on retrouve Samoa Joe avec bien sûr Joshua et Jonathan Fatou, avec Kip James bien évidemment, et Nick Nemeth et Doug Williams qui va faire équipe avec la UK Alliance, et les Gentlemen, 68 donc de rating global pour ce match. Les Gentlemen des Doug Williams ainsi que la UK Alliance qui vont défaire Samoa Joe et les frères Fatou ainsi que Kip James et Nick Nemeth en 11 minutes 36, quand Doug Williams va défaire Nick Nemeth via pinfall avec le Chaos Theory. Victoire importante et marquante donc de Doug Williams sans gruge aucune, ce qui lui permet de prendre un peu de momentum. 63 de rating et donc de performance pour Nick Nemeth, 59 pour Kip James, 22 et 22 pour les frères Fatou, 84 pour Samoa Joe, 30 pour Drew Galloway, 23 pour Sheamus, 69 pour Claudio Castagnoli, 68 pour Bobby Roode et 70 pour Doug Williams. C'est la storyline Samoa versus UK, gagne de la hit. Voilà, victoire des heels, ça leur fait du bien. Rey Mero derrière, retour de coupure pub, et on voit Travis Fimmel qui est présente avec Maryse. Oui, Rey Mero, forcément, elle veut les impressions de Travis Fimmel qui va promouvoir son match face à Cody Rhodes, ancien champion par équipe, ancien champion également intercontinental du côté de Rampage. Travis Fimmel, il a qu'une mission, c'est battre Cody Rhodes et s'octroyer le droit d'affronter Katsushika Okada pour le titre et lui prendre bien sûr cette ceinture, parce que Travis Fimmel, il veut aller bien évidemment rechercher ce titre secondaire, ce titre de la télévision qui a été sien durant l'année 2008. La storyline avance mais perd un petit peu de hit. Ça va d'en gagner un petit peu plus tard. Ensuite, Michelle McCool qui a son rematch face à Lacey. Et oui, Michelle McCool, voilà, elle le voulait ce rematch et elle l'obtient face à Lacey. Match plutôt format TV, 9 minutes, 8 minutes 55 pour être tout à fait précis. Match descend sur le papier. Lacey qui va défaire Michelle McCool via pinfall avec le TKO après l'intervention de Lisa Marie Varon qui est intervenue mettant son grain de sel et permettant à Lacey de conforter sa place de championne et donc de quelque part coûter aussi le rematch de Michelle McCool. Performance de 47 de Michelle McCool, 51 de Lacey. À l'issue de ce match, Lacey accompagnée de Lisa Marie Varon qui va applaudir, bien évidemment la prendre dans ses bras. Lacey va nous expliquer quel est le visage donc de ce titre TBS, de cette division TBS féminine, qu'elle l'a toujours été, qu'elle est la double championne et qu'elle est une fille à ne pas prendre à la légère. Et tiens, Reign va venir la confronter. On sait qu'il y a une grande histoire entre ces deux filles. Reign
Rain et Lacey qui étaient meilleurs amis, Rain qui se fait trahir par Lacey au moment où cette dernière arrive du côté de la All Elite Wrestling. Bref, elles sont pas restées en bons termes les deux filles. Rain qui a été la première véritable visage donc de la division féminine à Rampage, et donc pour ce titre TBS, d'ailleurs elle le mentionne, se verra bien affronter celle qui se dit être l'actuel visage de cette division secondaire. Voilà, 59 de rating, beaucoup de tension. Vous l'imaginez, Rain qui n'a pas été bonne pour aller en dehors du script, alors que Lacey par contre, elle a vraiment été à son avantage, une réelle star même durant ce segment, c'est vous dire. Travis Hummel face à Cody Rhodes, ça fait un 73 de rating, de très bonne facture. Je retrouve un Travis Hummel avec un 71 de performance in ring, 50 pour Cody Rhodes, tranquillou, on est en train de mettre les choses en place, match avec une bonne hit, du descent catch. En 12 minutes 15 de combat et Travis Hummel qui défait Cody Rhodes via pinfall sans aucune contestation possible. Travis Hummel était le plus fort et Travis Hummel avance et se qualifie pour la finale, bien évidemment, du tournoi. Il affrontera Satoru Black, soit John Moxley qui vont s'affronter lors du prochain show qu'on bookera la semaine prochaine, bien évidemment, épisode 61, vous le savez. On retrouve ensuite Chris Benoit qui est au micro de Reina Mero dans les backstage, et Chris Benoit nous explique qu'il n'a pas terminé son business avec Kevin Nash, non, loin s'en faut. Kevin Nash qui a fait preuve de roublardise, qui a demandé à toute sa clique d'intervenir, ça a été un véritable chaos, loin, très très loin des règles de base du catch pur, et Chris Benoit, il n'en a pas terminé, il invite Kevin Nash ce soir à se mettre à la table des commentateurs et à regarder l'action entre Chris Benoit et Scott Steiner, lui montrer et surtout qu'ils prennent de la graine de ce qu'est véritablement un match de catch pur et comment les hostilités doivent se terminer. 70 de rating, c'est plutôt pas mal pour un segment avec Chris Benoit, même si la storyline perd de la hit. Katsushika Okada face à Chris Hero, histoire de calmer un petit peu l'atmosphère. Katsushika Okada, Chris Hero, ça permet au champion TNT de se promouvoir, de catcher et de gagner un match, de prendre du momentum, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même ce tournoi pour justement lui trouver un aspirant numéro 1 légitime. Katsushika Okada fait un 72, 32 de Chris Hero, Katsushika Okada qui donc remporte le match face à Chris Hero au bout de 10 minutes 30. Décidément, fin de vidéo, j'ai du mal à trouver mes mots. Katsushika Okada, voilà, toujours un champion très dominant. Maryse qui fait son petit striptease, voilà, tranquillement, Maryse, pas de soucis, segment léger, ça fait plaisir à tout le monde avant le main event. Non, qui nous fait un 77 de rating, plutôt intéressant, même si c'est pas un match qui dépasse les 80, et j'aurais pu penser que ça puisse dépasser les 80. 77, ça reste correct, performance de 59 de Scott Steiner, apparemment exténué à la fin du combat. Chris Benoit a fait un 83, match avec une fantastique hit, du grand catch. Kevin Nash est bien sûr présent à la table des commentateurs. Chris Benoit va défaire Scott Steiner en 14 minutes 15 via pinfall avec le diving headbutt, un coup de boule, voilà, à la volée, et il gagne complètement clean face à Scott Steiner, et le gros échange de regards entre Chris Benoit et Kevin Nash à la fin du combat. Ça fait un 74 de rating, plutôt correct. On a bien redressé la barre par rapport au show précédent, même si ça casse pas trois pattes à un canard, alors qu'on a le beau profil de Peanut, que je ne connais pas, Peanut, hein, ni Boilou, rien que dalle, voilà, peut-être dans ce sens-là, qui a travaillé à la IWS, je ne connais pas ce monsieur, peut-être qu'il était très bon. Drew Galloway qui se plaint, il pense qu'il peut être un peu plus, Time to Heal pour le Doug Williams, était des ratings de 2.80, alors qu'est-ce que veut Drew Galloway? Il veut peut-être être lower mid-carder désormais, Drew Galloway. Lower mid-carder, eh ben écoute, on va te placer en lower mid-carder, il n'y a pas de souci majeur à mon sens. Voilà, en plus, il a fait des performances un petit peu meilleures que celles de Sheamus. Star Quality 100, Star Quality 100, 73 de charisme. Bon, 36 au micro, c'est moyen, mais alors la basique, on est déjà à 76, psychologie, on est à 67. Drew Galloway a marqué quand même star, hein, quand même, sur son front. On va voir ce qu'on va en faire, mais je pense qu'à mon avis, ça peut être plutôt sympatoche. 2.80 donc de TV rating, on continue à augmenter. 2 105 000 viewers via WB, malgré un 74. Bon, ça reste quand même plutôt intéressant. Puis écoutez, nous, comme d'habitude, on va se retrouver au début du mois suivant pour faire, bien sûr, le bilan financier, regarder le prestige, bien sûr, des titres et la hit des storylines, et pourquoi pas aussi regarder comment on a augmenté notre importance et notre popularité dans les diverses régions où nous sommes diffusés. Ça y est, on est le 1er août 2009, le mois d'août bien sûr, mois vous le savez de pay-per-view que l'on bookera lors de l'épisode numéro 61, le pay-per-view bien sûr Bash at the Beach, avec quelques petites news. Avant ça, Colt Cabana qui finit sa tournée avec la HPW, tout comme Doug Williams, El Generico qui voit la GPW lui faire une offre, j'imagine qu'on est sur une offre tranquillement
donc de paix par apparence, même pas de tournée, oui, ça paraît plus logique comme ça, c'est considéré sérieusement, je me doute, et Jimmy Jacobs qui voit aussi, eh bien, la fédération japonaise lui faire une offre de tournée. Bah, écoute, allez-y, allez progresser là-bas. Le bilan financier, tout de suite maintenant, qu'est-ce que... On perd 27 000 $. Bah écoute, ça va, c'est pas si mal, comme quoi voilà, on arrive quand même à presque stabiliser, hein. C'est pour ça que je vous disais par rapport au mois d'avril, vous allez voir que on va beaucoup moins perdre d'argent, et comme quoi Rampage, eh ben, ça nous faisait perdre pas mal de pognon. Alors 27 500, bon on est toujours un petit peu en délicatesse, toujours en balance négative, mais ça reste un petit peu mieux. D'abord on vend 398 000 $ de tickets, ce qui est quand même 26 000 de plus que le mois dernier. Au niveau du TV revenu c'est pareil, au niveau du sponsor on nous a donné un petit peu plus, au niveau du coût de la marchandise vendue on stabilise, on est à 70 000, c'est très bien, comme le mois dernier. Au niveau des coûts de worker, un petit peu moins que le mois dernier, on a fait quelques petites économies. Le coût des shows a un peu augmenté parce que les salles étaient plus grandes. Le marketing, c'est pareil. Au niveau de la marchandise, production, c'est un petit peu plus que le mois dernier parce que normal, on a vendu un petit peu plus aussi. Le coût de production est de 119 996 comme d'habitude. Et au niveau du MISC, on s'est fait un petit peu moins assassiner que le mois dernier. En revanche, on a pris des taxes. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, pourquoi pas, ça peut aussi arriver. On stabilise, on a 1 300 000, ça reste plutôt intéressant. Chris Benoit contre Kevin Nash, parce qu'on faisons quand même un petit peu les points sur les hits, les différentes storylines. Chris Benoit contre Kevin Nash, c'est 75. Samoa Joe contre le UK, c'est 68. The Money Man, c'est 59. TNT World, c'est 69. On répond largement à la demande pour l'instant, qui est de storyline, au moins à 59. Donc ça, pour le coup, ça va excellemment bien. Au niveau de la size, voyons ce qui s'est passé. Au niveau, oula, là le track progresse, attention le track progresse. Au niveau des Grands Lacs, on a gagné 2 points par rapport au mois dernier. On s'est stabilisé dans le Mid-Atlantique, on s'est stabilisé dans le Mid-South, on s'est stabilisé dans le Mid-Ouest. On a gagné 1 point dans le New England, on a stabilisé aussi les choses dans le Northwest. Dans le Southeast, on a stabilisé, 1 point de gagné dans le Southwest. Tri-State, on a gagné 1 point. Puerto Rico, on a gagné 1 point. Et on est à 5 de popularité comme le mois dernier du côté de Hawaï. Voilà. Et j'aimerais trouver une diffusion, hein, si ça leur pose pas de problème, en TV show du côté de l'Europe. Voilà. Mais au niveau de l'Europe centrale, on arrive à faire ce qu'il faut. Mais par contre, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien trouver des créneaux en France, pourquoi pas non plus au sud de l'Europe, et même dans l'est de l'Europe. Mais pour l'instant, on n'a pas de broadcaster disponible. Voilà. Ça reste problématique. Au niveau des moral issues, bon, ça va, c'est que des mineurs moral issues. Rien de bien problématique. Tommaso Ciampa, j'en fais rien du tout, mon dieu le pauvre. Amazing Kong, bah, depuis qu'elle a perdu, bah, c'est un peu au placard. Ça reviendra, mais c'est un peu au placard pour l'instant. Bon, bref. Michel McCool qui part en maternité dans 30 jours. Ok, très bien. Au niveau donc des titres, parce que là, faut quand même pas déconner. Le prestige des titres. Championnat intercontinental, 75. Voilà. Cool Cabana, il est très très bon. Il nous fait des grosses perfs, 2 défenses de titre déjà à son actif. Très bien, magnifique. Rebecca Knox est à 65 hein, pour le prestige du titre féminin. Le titre World, on est à 85. Le titre par équipe, on est à 80. Il va quand même falloir le défendre parce que c'est vrai que depuis le mois de juin, bah, finalement, il n'y a pas grand chose qui s'est fait. Hein, voilà, faut être honnête. Le titre TBS, on est à 52. C'est bien, ça prend de l'importance. Au niveau du titre TNT, on est à 70. Voilà, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de défense de titre. Ça va arriver, bien évidemment, mais vous le savez que pour ça, il faut qu'on couronne un aspirant numéro 1. Je pense d'ailleurs que la prochaine défense de titre, ça sera du côté donc du pay-per-view Bash at the Beach. Voilà, tranquillement. Effectivement, il n'aura pas défendu son titre pendant juillet, août, oui, pendant presque 3 mois. Ça va peut-être faire beaucoup. Peut-être qu'on le fera défendre sa ceinture une petite fois, histoire de dire. Parce que bon, ça va peut-être faire beaucoup sans défense. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bah, bien évidemment, vous lâchez votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.